Yo Jess, de retour pour Cigar Gang, troisième épisode. Ça va Jess? Ça va très bien, ça va très bien, ça passe vite, hein. Là, faut qu'on enchaîne. Là, ils nous ont tous gueulé dessus qu'on ne faisait pas suffisamment d'épisodes. Donc là, il va falloir qu'on les sorte back to back. Ouais, on va les sortir, on va leur donner ce qu'ils ont envie. Et puis en plus, merci à vous déjà pour les commentaires, parce que bah c'était cool. On a vu que ça vous intéressait. Le premier, deuxième épisode. Là, on va traiter du troisième épisode. On avait pensé à un sujet qui serait très intéressant pour vous tous, y compris loisirs, y compris compétiteurs. Donc je te laisse la parole, Jess. Ouais, après, bon, là, je pense que le côté compétiteur, ça va être un peu différent. Il y aura un peu de politique dans tout ça, etc. Et puis, on a abordé certaines choses déjà dans le dernier épisode, justement, avec la relation avec d'autres clubs, interchanger, tout ça. Mais déjà, commençons par le commencement avec les débutants et donc les premiers pas, j'ai envie de dire, dans les arts martiaux et les sports de combat. Parce que, bon, on a des gens qui nous écoutent ici qui sont déjà pratiquants, mais il y a aussi des gens qui nous écoutent qui ont envie de pratiquer les arts martiaux, qui ont peut-être fait un petit peu ici et là il y a quelques temps, qui aimeraient bien y se remettre. Et justement, nous, on voulait parler un peu de tout ça, bah, comment se comporter déjà, quelles sont les règles, parce que parfois, ça peut être aussi intimidant. On a envie de se lancer dans un sport de combat, mais on ne sait pas trop comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, on va essayer d'aider justement les pratiquants. Et puis après, par la suite, on parlera des gens qui sont un peu plus confirmés, qui ont envie peut-être aussi de s'essayer à d'autres styles. Je pense tout particulièrement aux gens qui viennent du pied-point, qui ont envie d'essayer au grappling ou vice-versa. Et puis après, pourquoi pas les compétiteurs. Exact. Du coup, bah, on va commencer par, comme tu dis, j'aime bien aimer l'expression, les premiers pas. Les premiers pas dans un club de sport de combat, bah, toi, tu l'as fait, moi, je l'ai fait. Comment ça s'est passé? Avant d'être compétiteur, bah, on a commencé par, comme tout le monde, par les règles du départ. Et dans la codification des arts martiaux, il y a ce qu'on appelle les grades, hein, les ceintures. Et dans les sports de combat, par exemple, comme la boxe anglaise, c'est politique de mettre des grades, mais il n'y en a pas vraiment. C'est un sport de combat où tout le monde est logé à la même enseigne et il y a des différences de niveau. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans les clubs, on va dire que ça soit à Paris ou Londres. Quand tu arrives dans le train il est déjà en route. Donc ça peut faire peur justement à des débutants. Donc bah, pour commencer, Jess, toi par exemple, si tu avais 4, 5, 6 mots à donner ou des adjectifs, qu'est-ce que tu donnerais comme adjectif aux personnes qui veulent commencer au départ? Bah écoute, moi quand j'avais commencé les arts martiaux, déjà j'étais très jeune, j'avais 8 ans, donc j'ai fait du judo, après j'ai fait du karaté à 10 ans, donc t'es gamin en fait, tu réfléchis pas à tout ça. Et quand j'ai voulu reprendre les choses un peu plus au sérieux, je devais avoir 14 ans, et avant de me mettre à la boxe thaï, en fait j'avais commencé avec la boxe anglaise. Et j'avais été dans un club de boxe anglaise, et moi-même j'avais trouvé ça extrêmement intimidant. C'était dans un club de quartier, c'était dans les caves, tu vois, t'arrives là-dedans, ça sent la chaussette. Tout le monde déjà a l'air de savoir ce qu'il sait faire. Tout le monde tape dans le sac. Tout le monde un peu retourne vers toi, un peu comme dans Rocky 3, tu vois, ou Ouais, avec un œil un peu agressif. Donc tout de suite, tu es intimidé. Donc, je me rappelle avoir vu le premier cours et aucun des professeurs était venu me demander ce que je voulais exactement. Donc même moi, je ne savais pas trop comment me comporter. Eux-mêmes, parfois, ne savent pas nécessairement comment se comporter envers toi, parce que est-ce que c'est un club de loisirs, est-ce que c'est un club de compétiteurs. Parfois, même les amateurs se comportent comme des professionnels. Donc, j'avais été plutôt intimidé, et puis j'avais un peu lâché l'affaire, et puis je m'étais mis à la boxe taille, et là, c'est là que les choses ont commencé. Moi, ce que et donc, j'ai envie de commencer par là. J'arrive à comprendre que les gens soient intimidés, parce que moi-même, à une époque, j'avais été intimidé. ouais. Ah ouais, clairement. Bah, même si tu as envie de le faire, que tu l'as vu, que tu désires ça, forcément, il y a il y a un décalage entre l'envie de vouloir le faire et quand tu vas faire ton step, ton premier step. Et c'est ton premier ressenti, donc à la salle, qui va donner peut-être la suite, s'il est bon ou s'il est mauvais. Parce que par exemple, tu arrives, c'est ton premier cours, tu te fais tabasser, quasiment beaucoup de chances que tu n'y retournes pas. Tu vas sur ton premier cours, t'en chies, ça se passe bien, bah forcément tu vas vouloir une évolution derrière. Donc je pense que numéro un, bah de toute façon c'est comme tout, hein, c'est la motivation et l'envie. Si tu as vraiment envie de le faire, il faut se forcer à passer le cap. Parce que de toute façon, ça viendra pas comme ça. Aujourd'hui, bah, soit tu connais des gens, soit tu entends des réputations, des clubs, des entraîneurs, etc. Et tu peux t'y rendre. Donc, ça serait pour moi le premier step à faire. Ensuite, le deuxième step, bah, c'est le comportement à avoir. Quel est le comportement? Ça, on peut en parler pendant des heures et des heures, le comportement à avoir selon nos ressentis à nous, selon nos règles qu'on a connues aussi, parce que nous, on a connu des règles. On est un peu de l'ancienne école. Et comme on disait, l'ancienne école, la nouvelle école, ils doivent prendre les deux du bon de l'un et l'autre. Et donc, du coup, bah, pour parler de ça, toi, par exemple, quelles seraient les recommandations que tu donnerais à quelqu'un vis-à-vis de son comportement à avoir sur le tapis lorsqu'il va commencer dans une salle de sport? Bah, je pense que ça a toujours existé.
pour différentes raisons et je pense que ça s'est empiré ces dernières années. Et ce que j'ai envie de parler, c'est de l'ego. Ouais, Parce que des fois, l'ego, ça peut être aussi une peur, une certaine anticipation de ce qui va se passer. Donc, c'est pas, encore une fois, de savoir comment se comporter. Donc, toujours essayer de faire un peu, sortir un peu le bus parce qu'on se dit, bah, c'est comme ça qu'il faut se comporter, en fait. Donc, des fois, c'est ne pas savoir. Et puis, des fois, c'est de l'ego pur et simple. Donc, j'ai envie de dire, la première fois que les gens vont contact, donc ça peut être par téléphone, voire même par email. Donc, c'est le premier contact. Ne pas se survendre. C'est-à-dire que très, très vite, on peut partir sur une surenchère lorsque le professeur demande est-ce que tu as déjà fait quelque chose. Et ouais, donc, on n'a pas envie d'avoir l'air bête, on a envie peut-être se vendre un petit peu et dire ouais, non, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, quand en fait, tu n'as rien fait du tout. Donc, j'ai envie de dire aux gens, même si vous avez fait quoi que ce soit, si c'était du loisir, c'est comme si vous n'avez rien fait en fait. Il vaut mieux commencer à zéro et dire moi j'ai rien fait et moi ça a toujours été mon attitude. Même lorsque j'avais pratiqué des sports de combat auparavant et que ouais. j'avais quand même un certain bon niveau, quand j'arrivais quelque part, je disais toujours non mais moi je suis un débutant, je ne sais rien. Si tu sais faire quelque chose, très très vite, le professeur et les élèves vont s'en apercevoir. Je suis Donc, tu n'as d'accord pas avec toi. besoin de te survendre. Parce que parfois, en te survendant, tu t'es même toi-même mis la Pression, pression ouais, tu te mets de et la tu ne vas pas y pression. aller. Ouais, tu as pas. Et Imagine puis, le nombre de fois, nous, qu'on a reçu des coups de téléphone de mecs, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ils viennent jamais. Je pense que c'est cette raison. ah, il y en a plein, hein, encore aujourd'hui, même quand je donnais des cours collectifs, il y a des gens qui venaient se présenter en disant: «Eh, j'ai fait 3 ans d'MMA». Pour moi, déjà 3 ans d'MMA, c'est comme je te disais dans la précédente vidéo, c'est avoir fait, du lundi au vendredi, au moins 1 heure et demie par jour. Bah, là, tu peux dire que tu as fait 3 ans, mais c'est des mecs, ils ont fait, puis tu le vois tout de suite. Tu vois déjà que, juste, la partie technique, il est égaré, un jab, il va te faire un bras arrière, c'est des trucs qui sont logiques, tu vois? Donc, on en a des gens comme ça. Donc, comme tu dis déjà de base, venir tout simplement en disant voilà, je viens m'entraîner, et puis bah, vous verrez mon niveau, vous l'évaluerez. Et s'il faut que j'aille quelque part dans un groupe intermédiaire ou débutant, c'est vous qui déciderez. Ça, c'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme on dit, l'humilité. C'est ça. Et je pense, bon, la première chose qu'il faut savoir, et c'est la raison pour laquelle tu vas contacter un professeur, c'est d'une, de savoir les horaires, de demander à quelle heure arriver et surtout quel est le matériel il faut, tout en sachant, voilà, moi c'est mon premier cours, je vais peut-être pas avoir tout le matériel, qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que vous pouvez me prêter potentiellement pour les premiers cours et avoir le matériel. Le matériel, c'est ce qui est plus important. Malheureusement, j'ai l'impression que parfois que les gens sont plus intéressés d'avoir acheté les derniers, les shorts Venom et les Mmh. t-shirts que d'avoir acheté les mitaines et les protèges tibias. Ouais, Et surtout d'avoir le bon matériel. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller faire de la boxe anglaise, peu importe si vous avez une vieille mitaine qui traîne derrière vous avec écrit UFC dessus, bah, ça ne va pas vous servir pour mmh, la boxe anglaise. Il faut avoir des grandes boxes pour faire de la boxe anglaise, en fait. Moi, ça m'est arrivé un jour, j'ai un mec qui arrive dans la salle, je donne un cours de boxe anglaise et le mec qui arrive avec des gants de MMA. Donc, je dis, bon, écoute, mec, ça ne sert pas à grand-chose parce que nous, on fait aussi des mises de gants, on fait des techniques. Donc là, ça ne va pas vraiment marcher. Mais bon, pour aujourd'hui, je te laisse faire, tu vois. Et puis après, il commence à avoir une garde un peu chelou, un peu bizarre, fait des trucs un peu abracadabranc. Je fais, écoute, si tu pouvais essayer de faire ce que nous on fait tous, comme ça on peut travailler tous ensemble. Et là, il commence à me dire, non, mais moi je fais du MMA. Et là, je le regarde, je fais, écoute, mec, j'ai combattu à l'UFC, donc on va pas commencer à rentrer sur une compétition de kékette, là, tu vois. Ici, ce qu'on fait, c'est de la boxe anglaise, on fait pas du MMA. De surcroît, ce que tu fais, c'est même pas du MMA, c'est des trucs approximatifs. Donc, essaie ouais, de faire ce qu'on fait. Donc ouais, c'est une première des choses. Donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir le matériel, et le matériel, c'est plus important que d'avoir l'accoutrement. Surtout dans les sports de combat. Tu as un t-shirt, tu as un short, du moment qu'ils sont confortables et que c'est propre, le reste, on s'en bat les couilles. ouais. Ce qu'on va regarder de toi, c'est pas tes vêtements. Après, que tu as un sponsor qui t'équipe ou que tu les moyens, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais par contre, ce qu'on va regarder, c'est ta combativité, c'est ton envie. Et ça, on n'a rien à foutre. Ça porte pas de couleur, ça porte pas de religion, ça porte pas d'ethnie. Celui qui est motivé est motivé. D'ailleurs, le sport rassemble. Il ne divise pas, il rassemble. Tu le vois bien, socialement parlant ou culturellement parlant, à partir du moment où les gens ils viennent s'inscrire dans un cours, ça forme un groupe. Et ce groupe est traité à la même, à sa justesse. C'est-à-dire le groupe n'est pas, il y a pas de, ouais tiens, on va prendre par exemple les gens qui viennent de quartiers défavorisés parce qu'ils ont plus la dalle, ceux qui sont bourgeois, ils ont moins la dalle. Non, tout le monde est traité à la même enseigne. En tout cas, moi, j'ai vu les choses de cette façon et donc, du coup, il n'y a pas de traitement de faveur. Tout le monde fait l'entraînement du début à la fin. Donc,
Motivation, matériel, ça c'est très important parce que le matériel, ça leur permet, de pratiquer en sécurité et de s'approcher de ce qui est le combat réel. C'est-à-dire que les mecs, quand ils vont mettre les gants de boxe, bah, ils vont faire des mises de gants, ils sont plus en sécurité qu'avec des gants d'MMA qu'ils ne savent pas utiliser, donc c'est totalement logique. En plus, si c'est un cours d'anglaise, ça se fait avec des gants de boxe, pas des mitaines de MMA. Si tu fais un cours d'MMA avec une dominante, point, punch, ouais, là, à la rigueur, oui. Mais comme tu fais de l'anglaise, l'anglaise. Ça aussi, c'est pareil, hein, c'est comme à la lutte. Les gens qui viennent à la lutte et qui viennent, tu sais, des fois sans chaussures. Bah non, moi, je savais que la lutte, c'était avec des chaussures. C'était le code de la lutte. Donc, j'ai acheté mes chaussures. Je me suis inscrit dans un club de lutte. Et c'est pareil d'ailleurs pour la boxe anglaise. Si tu vas faire de la boxe anglaise, amène des chaussures de boxe. Ne viens pas en disant non, mais moi je fais de la boxe pour mon MMA, etc. Non, c'est un manque de respect envers les professeurs, envers les autres pratiquants. Et Mm. surtout, tu essayes avant tout d'avoir une meilleure stabilité pour pouvoir vraiment travailler sur ton transfert de poids du corps. Donc, avoir des chaussures, ça va t'aider. Ensuite, tu pourras les retirer. Mais pour le moment, voilà, tu es dans un cours, il faut respecter le professeur. Et une des choses aussi qui est primordiale, c'est l'hygiène. Ouais, Donc, ça les ongles. paraît évident. Les ongles, ça Les paraît ongles, évident, mais il faut avoir les ongles courts, que tu oui. fasses de la lutte, que tu fasses quoi que ce soit. Et les ongles de pied courts. Que Ouais, si tu mets des coups de pied et que les mecs, tu les griffes avec tes pieds. Donc voilà, ça c'est la première des choses. ouais, Et puis, il ne faut pas que tu pues à 50 mecs non plus. Tu vois, ce que je veux dire, ouais. ça paraît, c'est évident. Eh, Tu tu sais, vois. je vais te raconter une anecdote. J'en ai eu combien, moi, des mecs qui sont venus s'entraîner et qui étaient bourrés, qui étaient ivres. Il y avait des mecs qui schlinguaient le whisky, le rhum ou la bière, et moi, j'en ai déjà eu. Alors, mon pote, c'est marrant parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est franc, donc quand j'aborde le mec, je lui dis, mais t'es un dingue, toi, tu piaves avant de venir à l'entraînement, et il me regarde. Je dis, mais tu sens à 50 mètres. Je dis: «Au moins, je sais pas, va faire une douche à la menthe et reviens t'entraîner» et les mecs, en fait, tu sais, c'est un monde extraordinaire, quoi. Le mec, il vient s'entraîner alors qu'il est chirdé. J'en ai déjà eu et c'est incroyable ça et c'est une petite anecdote que j'ai envie de te partager parce que c'est marrant, parce que le mec, après, il fait le cours quand même jusqu'à la fin. Il est pas violent, hein, mais tu vois, dans ses déplacements, tu as l'impression de voir Drunken Master, tu vois? Sur de voir Jackie Chan en train de faire n'importe quoi, le mec il a les yeux comme ça en plein phare et tu te tapes des barres, tu te dis bon allez je te laisse faire le cours jusqu'à la fin, mais sois cool avec tout le monde, tu vois. Mais c'est marrant parce que tu parles d'alcool, mais on peut aussi parler de la cigarette. C'est-à-dire que tu as des gens qui fument Ah, le beaucoup. tabac Et froid, donc, ouais. tu le sens sur eux, dans leur sueur, tu le ressens dans leur haleine. Mais même, bon, bah ça, tu peux rien y faire, j'ai envie de te dire. Mais après, dans tes vêtements aussi, parce qu'il faut que tes vêtements soient propres. Donc, si, Mm, admettons, tu t'entraînes 2 fois par jour, ça peut arriver. Le matin, tu vas faire de la musculation, tu dis, bon, la musculation, je veux pas trop suer. Non, non, ton t-shirt ce soir, il va puer, en fait. Donc, ça, c'est la mm. première des choses. Si tu as déjà utilisé la veille, c'est pareil, les shorts, où tu commences à transpirer des couilles, ton truc il va puer. Donc personne n'a envie d'être dans un triangle et ça schlingue la couillasse. Tu vois, je veux dire, ça n'arrive pas ça. Et puis si tu as des vêtements aussi, si tu fumes, donc si tu as un t-shirt que tu as mis la veille et puis tu as fumé une clope ou quoi que ce soit, ça va sentir le lendemain. Donc il faut impérativement que ton t-shirt, ton short soit propre, tes tibias soient propres, que tes gants ne puent pas la pisse, que Ouais, tu aies des bandages propres. Tu n'as pas besoin de nettoyer toujours. tes bandages tous les jours, Je les mais mets à sécher, ouais. tu les mets sécher, mais tu sais quoi, même là, je ne les mets pas sécher en fait. Aussitôt que tes bandages, tu les roules déjà et tu les mets dans un endroit sec, ils vont sécher correctement, Mm. ils vont plus appuyer. Alors après, il faut quand même les nettoyer au moins 1 fois par semaine, tu vois. Mais tu n'es pas obligé de nettoyer tous les jours. Mais déjà, rien que de les rouler déjà et de les en mettre dans un endroit sec, déjà, ça fait toute la différence. Même l'hygiène, ça veut dire que déjà tu te respectes toi-même. C'est déjà numéro un. Ça veut dire que tu te respectes toi-même. Enfin, je veux dire qu'il y a des douches qui sont disponibles dans les clubs. Tu as quand même une vie, c'est-à-dire que la journée, tu es au travail et tout, donc ça peut arriver d'oublier son t-shirt ou de pas avoir laissé ses gants sécher une fois. Mais il faut que, en fait, avant d'aller s'entraîner, il faut que tu t'assures d'avoir le matériel nécessaire. Tu sais, l'exemple que je donne tout le temps à mes élèves, c'est leur dire: «Vous avez déjà vu des gens faire de la bécane? Oui. Est-ce que celui qui fait de la bécane, il est tout nu sur sa bécane, sans casque? Il rigole? Non. Bah, le mec, il a son casque, il a son truc, il a ses pompes, il a tout parce qu'il fait de la piste, il fait de la bécane. Donc c'est pareil, vous, il y a pas de différence entre celui qui fait, des grands prix et celui qui va s'essayer sur une piste. C'est le même matériel. C'est juste, il y en a qui vont pouvoir s'en acheter du plus cher et d'autres du moins cher. Mais par contre, ils ont tous les 2 le même matériel car s'ils tombent ou s'ils foncent sur des mecs, ils peuvent avoir des accidents et ça peut être vital. Bah là, c'est pas vital. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas mourir s'ils ont pas le short qui sent bon et tout, mais par contre, ça peut déranger et ça peut aussi, comment dire, donner un aspect négatif de leur pratique, un aspect où ils s'en fichent, où en gros, il y a pas le respect. Et là, vas-y, viens, on va attaquer maintenant le respect que tu dois avoir envers ton professeur. Quel est-il? Parce que, tu sais,
c'est un peu délicat. Tu vois, les gens, des fois, ils ont tendance à vouloir que ça soit sectaire. Tu vois, genre le coach, tu lui obéis au doigt et à l'œil. Il te dit fais ça, tu fais ça. Non, on va un peu toucher un sujet délicat. C'est-à-dire que moi, je sais que dans certains clubs, je vais pas donner de nom, mais il y a un esprit sectaire. Il y a toujours des esprits sectaires. Il y a des mentalités sectaires où le coach, c'est le roi du pétrole et tu peux indétrônable. Donc, on va attaquer le respect. Ça va nous donner, du coup, une ligne directrice dessus. Je te laisse commencer, Jess. Bah déjà, il faut respecter deux personnes. Il faut respecter le professeur, mais il faut aussi respecter tes coéquipiers, tes partenaires d'entraînement. Donc, la première des choses que tu vas faire en tant qu'aspect, c'est déjà le premier cours et tous les cours par la suite, c'est d'arriver en avance, À ne pas l'heure, arriver en en retard. avance. C'est la première des choses. Surtout ton premier cours, comme ça te permet, toi, de te présenter envers les autres les élèves, mais aussi de te présenter au professeur. Donc, le professeur, lui non plus, ne doit pas. C'est aussi parfois, il y a un va-et-vient. Moi, je suis jamais arrivé en retard à un de mes cours. J'arrive toujours au moins minimum 5 minutes à l'avance. Mm. J'arrive jamais en courant, quoi que ce soit, ça m'est jamais arrivé. Comme ça, s'il y a quelqu'un, déjà, je peux me préparer correctement, sans être en stress. Et puis, de sur quoi, s'il y a quelqu'un de nouveau, il peut se présenter à moi, je peux me présenter à lui, lui donner plus ou moins une idée de ce qui va se passer, etc. Donc, il faut toujours arriver en avance. Ça, c'est la première des choses. Et encore une fois, si tu peux te présenter aux autres coéquipiers, bah, c'est encore mieux. Comme ça, tu vas sentir toi aussi beaucoup plus à l'aise envers les autres personnes, pouvoir leur poser des questions. Puis tu t'es déjà présenté, excuse-moi, c'est comme ça qu'on les met les gants ou quoi que ce soit. Donc déjà, rien que déjà ce rapport déjà, parce qu'encore une fois, c'est bien d'avoir un respect, et je le répète, avec le professeur. Et encore une fois, lui, le professeur, moi j'ai toujours une bonne relation avec mes élèves. J'ai jamais vraiment fait le salut et tout ce qui Ouais. s'ensuit. Mais en même temps, je les ai toujours respectés. Donc, ils m'ont toujours respecté. Ça m'est arrivé quelquefois d'aller boire un verre après avec eux lors d'une compétition ou quoi que ce Ouais. soit, ou pour les vacances de Noël. Mais je familiarise pas trop non plus avec eux. J'essaie de garder une relation de respect. Tu as tout à fait raison. Le relationnel va déterminer aussi si tu passes cette barrière ou tu laisses passer cette barrière. Et faut pas oublier que entraîneur, en tout cas un vrai entraîneur, un vrai coach, pas un complément de salaire ou quelqu'un qui se dit coach, ça reste un métier où tu dois avoir une distance. C'est comme le conseiller bancaire, c'est comme tous ces mecs-là. C'est pareil, ça peut être ton pote, ça peut être une exception, mais maintenant, ça reste des relations professionnelles et surtout, il y a de l'humain dedans aussi. Donc, ce qui fait que des fois, bah, tu auras tendance un petit peu à, tu vois, des fois, il y en aura tendance qui vont vouloir dépasser les barrières, que ce soit des élèves ou que ce soit les profs, hein. C'est les deux cas, hein. Je dis pas qu'un prof ne peut pas dépasser aussi les limites, mais en tout cas, sur ce type de comportement, il faut toujours mettre cette barrière-là, comme tu dis. Et c'est pareil lorsque tu vas arriver à ton premier cours. Alors, toi, c'est ton premier cours, donc tu as envie d'attirer toute l'attention envers toi. Tu as envie que le professeur et tout le monde s'occupe de toi et te montre pas par pas tout ce qu'il faut faire. Sauf que des gens comme toi, il y en a toutes les semaines. Hmm. Il faut que tu gagnes le respect de ton professeur. Il faut que tu reviennes une, deux, trois, quatre, cinq fois. Et là, Hmm. il va se dire, ils ou elles sont sérieux, je peux leur donner un peu plus de mon temps. Parce que tous les gens qui sont là, eux, ils viennent depuis des semaines, des mois, voire des années. Donc, eux, pour le moment, ils ont gagné mon respect. J'ai que 2 heures, j'ai qu'une heure et demie ou 2 heures. Donc, chaque minute, c'est importante. Il faut que je leur donne le plus d'attention possible. Toi, aujourd'hui, tu es juste de passage. Donc, lorsque tu m'auras montré que tu es sérieux, je vais pouvoir m'occuper un peu plus de toi. Donc, tes quelques premiers cours, tu vas être un petit peu laissé à toi-même. Et donc, ça va être à toi de te débrouiller un petit peu tout seul, de savoir si ça t'intéresse vraiment. Bien entendu, si tu poses une question au professeur, il va venir, il va t'aider, il va dire, ah non, là, la clé, tu l'as fait comme ça, non, là, tes pieds, tu les mets là. Mais t'attends pas non plus à que tu sois la star de la soirée non plus, tu vois. Il y a une espèce de... Il faut que, avant tout, tu gagnes le respect du professeur, mais aussi des autres élèves. Donc, non plus, ne demande pas à tout le monde aussi constamment, parce que les autres gens qui sont ici dans la pièce, ils sont là aussi pour travailler, eux aussi, ils ont envie de progresser. Donc, ils sont pas là non plus juste pour toi. Exact. Et d'ailleurs, quand tu parlais d'être en avance aussi, moi, ce que je dis aux élèves, c'est que je leur dis, quand tu arrives à l'heure pile, tu es déjà en retard parce qu'il faut compter 5 minutes avant que tu te changes, que tu prépares ton matériel. Et souvent, ce que j'aime bien aussi dire aux gens, c'est qu'il faut être autonome. C'est-à-dire tes bandages, tu dois déjà les faire. Si tu sais que c'est un cours de pied-point, tu dois déjà préparer tes protèges tibia et tout. Ça montre aussi que tu es investi et que tu as envie et que tu es impatient de monter sur le tapis. Quand tu arrives comme ça, à l'arrache, tu es en train de mettre ton short, l'échauffement il a déjà commencé. Moi, j'avais des formats 1 heure, 60 minutes. Donc, j'avais 60 minutes pour faire un échauffement articulaire, pour faire des drills, pour répéter une technique, pour faire de la mise en application avec des mises de gants, même pas des mises de gants, des sparring light, tu vois, je te parle du Muay ou du MMA, et derrière, il fallait faire du physique à la fin. Donc, tu as 60 minutes pour faire ça. C'est ultra, genre, voilà, c'est très court. Donc, chaque minute est comptée, chaque seconde est comptée. Que les mecs, des fois, ils arrivent 10 minutes en retard. Je leur disais, hey,
Tu as raté un dixième du cours. C'est plus possible. Je ne vais pas me baser sur toi pour l'échauffement. Donc, en arrivant en retard, tu risques de pas avoir l'attention du professeur et tu risques aussi d'avoir, comme tu dis, ce manque de respect. Parce que quand tu arrives en retard au travail, tu sais que ton patron, il va te dire la même chose. Là, c'est pas un travail, tu as payé pour avoir une activité, mais ça fait pas de toi le consommateur, genre, royal. T'es pas là, tu vois, en disant: «Ouais, vas-y, c'est moi, j'ai payé, donc je peux arriver en retard, c'est pas grave». C'est pas Fitness Park, tu vois? C'est un cours où il y a des règles à respecter. Mais c'est là justement que je m'aperçois une chose aussi, il faut vraiment mettre de côté, c'est que toi et moi, on est extrêmement investis dans les arts martiaux, c'est-à-dire qu'on prend ça extrêmement au sérieux, en tant que pratiquant, mais aussi en tant que professeur. Tout le monde n'est pas nécessairement comme ça. Il y en a, ils font du MMA aérobic. Ouais. J'ai vu une fois un professeur dire, moi, tous mes élèves, un jour, j'aurais posé des questions, je me suis aperçu que 80% d'entre eux n'aimaient pas faire du sparring, donc j'ai décidé de virer tous mes sparring de tous mes cours. Est-ce qu'ils vont progresser, et cetera? Peu importe, je ne juge pas cette personne, mais en tous les cas, il est dans une optique différente. Il est peut-être pas nécessairement dans une optique martiale, il est plus dans une optique financière. Ouais. Tandis que nous, on est vraiment dans une optique martiale. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui aux gens, ça nous concerne moi, toi, ou un Cyril Diabaté, ou un Daniel, ou quoi que ce soit, parce que nous, on est dans une optique vraiment martiale, pas nécessairement stricte, mais en tous les cas, on est sérieux pour des gens sérieux. Ça, il faut quand même le rappeler. Voilà, et on s'adapte, à tout le monde. Moi, j'ai eu des gens, c'était leur premier cours. Aujourd'hui, ils ont de bonnes bases en pied-point ou en lutte ou en MMA. Et quelle que soit en fait la décision de parcours qu'ils ont envie de prendre, c'est-à-dire être bon pratiquant, être loisir, je vais leur donner ce que je donne aussi aux compétiteurs. Sauf que c'est pas la même intensité et c'est pas les mêmes enjeux. Ils vont pas partir en combat, mais maintenant ils vont s'entraîner, comme les professionnels, les mêmes drills à répéter, sauf qu'ils vont avoir peut-être plus de temps à mettre en place pour avoir cette progression. Mais comme tu as dit, on se soucie du détail et c'est notre marque de fabrique en même temps. Que ça soit, toi, tu parlais de Cyril Diabaté ou de Daniel Voirin, c'est des marques, hein. Ces gens-là, ils sont connus pour leur travail. Donc, c'est ce qu'on appelle la passion et le vrai métier. C'est pour ça que je souligne toujours beaucoup, le mot coach, il est utilisé à tort et à travers. Et le problème, c'est qu'à tort et à travers, ça fait aussi du tort, à nous, qui sommes spécialisés dedans et qui ont envie de uniquement donner, l'esprit martial, comme tu dis, et la légitimité de pouvoir entraîner les autres. S'ils ont un aspect pécunier, financier, il y a aucun problème. Mais ne vous mettez pas dans une case qui ne vous correspond pas. Ne partez pas en compétition avec des gens, ne leur dites pas: «Prépare-toi pour de la compétition» et les mecs, ils vont se faire allumer, et ça va être dangereux. Non, restez dans ça, il y a pas de problème, il faut tout pour faire un monde. Après, certains d'entre eux diront: «Non, mais nous, on fait du loisir». Mais toi et moi, on fait du loisir aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux dans notre approche. Mmh. Moi, je fais pas du self-service, arts martiaux. Moi, ce que je veux, c'est que même les gens qui fassent du loisir, ils soient bons et j'ai des gens qui ont commencé chez moi tout simplement en loisir, vraiment, vraiment pour s'amuser et puis qu'à un moment, ils se sont dit: «Mais écoute, je suis pas si mal que ça, je vais faire la compétition amateur, que ce soit en grappling ou en MMA» et puis en plus, certains d'entre eux sont même passés pro par la suite. Donc voilà, après même ils auraient pas passé pro, pour moi ça m'aurait je m'en fous complètement quoi. Ouais. Je vais pas nécessairement c'est pas ça qui m'intéresse. Mais en tous les cas, l'approche dès le départ était vraiment sérieuse, l'approche martiale. Et donc moi ce que je voulais aussi dire, c'est que et ce que les gens ne s'aperçoivent pas nécessairement lorsqu'ils font les arts martiaux, c'est que beaucoup du travail vient aussi du pratiquant. C'est-à-dire qu'il y a tant de choses que toi et moi on peut faire. On a peut-être 15, 20, voire jusqu'à 30 personnes dans la salle. On peut pas donner notre attention à tout le monde et surtout que tout le monde est différent. On a discuté la semaine dernière, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont moins athlétiques, certains plus rapides. Et donc, il va falloir que tu apprennes toi-même à, à ce que les techniques marchent pour toi. Donc, c'est aussi beaucoup de travail personnel. Nous, toi et moi, on va démontrer la technique, qu'elle soit en pied-point ou en grappling. Voilà, donc toi, tu sais l'utiliser. Si tu n'arrives pas, tu vas m'appeler, je vais te montrer. Mais aussi, c'est toi qui vas pratiquer cette technique. C'est toi qui vas la faire, refaire, être sérieux, te focaliser sur ce que tu es en train de faire et non pas la faire 3 fois et dire, bon, bah c'est bon, j'ai Voilà. compris. Non, la seule raison pour laquelle cette technique va être efficace, c'est si tu continues à la travailler constamment. Moi, je me rappelle lorsque j'ai des arts martiaux, et même quand j'étais dans le métro, parfois, je parlais des techniques. J'étais comme ça et en fait, même moi, je m'apercevais, en fait, j'étais déjà en mouvement. C'est comme si les gens me regardaient tout d'un coup bizarrement. Je me dis: «Pourquoi ils me regardent ces gens-là?» C'est qu'en fait, je suis toujours dans le travail, même le travail mental, en fait. Et ce que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que c'est beaucoup aussi de travail personnel, les arts martiaux. C'est 50-50. Ouais, c'est comme à l'école.
tu vas apprendre quelque chose en classe si tu vas pas faire tes exercices derrière ou t'exercer lors des examens ou lors des passages de classe en classe, que ce soit au collège, au lycée, en primaire, ce que tu veux, bah, tu vas pas forcément comprendre la suite parce que tu n'auras pas donné de travail. On t'apprend ça jeune et on te l'apprend, je pense, plus dans les sports de combat ou même les sports collectifs, l'autonomie, l'autonomie. Des fois, je dis aux gars, celui qui va rester 5 à 10 minutes en plus après le cours alors qu'il n'y a plus cours et qui va aller répéter ses gammes au sac, bah, il a fait 1% de plus que l'autre. Et en additionnant tout ça, le mec, il aura un middle impeccable ou un low kick impeccable parce qu'à force de répéter ce geste, il devient plus à l'aise avec, il le maîtrise, il se marie avec. Et donc, du coup, bah, sur sa mise de gants, sur ses compétitions, même sur sa pratique, le mec, il va être impeccable. Ouais, même en loisir, il y en a qui vont venir s'entraîner, aller 2 fois, 3 fois par semaine. Tiens, cette semaine, j'ai pas pu faire ma troisième fois parce que bon, j'avais un barbecue. Bon, bah, rien ne t'empêche le lendemain d'aller pas aller faire un footing ou de faire un peu de renforcement musculaire dans le parc, faire des pompes, faire des squats, etc. Ce qui va t'aider aussi dans ta pratique. Donc, le plus, toi, tu vas donner à l'extérieur des cours, le plus aussi tu vas persévérer. Parce qu'il y a le côté technique, et on l'a déjà dit maintes et maintes fois, il y a le côté mental, mais surtout le côté physique. Donc, si tu fais d'autres choses à côté par toi-même, tu vas même progresser. Bah, maintenant, il faut enchaîner sur les intermédiaires. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que les intermédiaires, c'est un peu le juste, soit tu as le juste milieu, t'es bien, soit tu as commencé à te la raconter, et là, c'est pas trop bon. Ouais, c'est ça. Bah, et tu as compris exactement là où on en était. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après quelques mois, voire un an, il y a des gens qui veulent avant tout se départager et commencer à se comporter un petit peu différemment pour pouvoir justement se différencier des nouveaux. Et c'est ceux qui généralement vont vouloir commencer à donner des conseils, qui vont vouloir arriver un petit peu en retard, qui vont pas vouloir faire les échauffements, qui ne veulent pas faire cet exercice. Non, mais là, je me suis blessé, tu comprends. Et surtout, qui veulent devenir un peu les semi-professeurs, quoi, qui veulent commencer à donner, à dire à tout le monde ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Et eux, ils commencent un petit peu à être casse-couilles. C'est Et juste je dirais même, en fait, comme tu as dit, casse-couille, ouais, je dirais même, il se la raconte, tu vois. Pour être franc, il se la raconte. En fait, je sais comment ils sont, ils se la racontent, en fait, une saison ou deux saisons, et après, ça y est, c'est fini, genre, c'est bon, nous, on est au-dessus de vous et tout. Et c'est souvent d'ailleurs ceux qui ont envie de tabasser un peu les nouveaux qui viennent d'arriver ou affirmer un peu, tu vois, ouais, ça fait 4 piges qu'on est avec lui, ça fait 3 piges, tout ça et tout. Moi, j'ai jamais eu ce comportement-là. C'est-à-dire que bah, tu t'entraînes, tu prends ton niveau, et puis bah, des fois, je me retrouvais dans des cours avec un mec, c'était son premier cours. Bah, j'ai pas le choix, je le fais, il n'y a pas de problème. Hein, tu sais, tu te mets au PAO avec un mec qui sait pas tenir les PAO, tu te dis putain, j'ai gâché ma séance. Mais non, en fait, faut pas voir les choses comme ça. Faut se dire que voilà, bah, c'est comme ça. Tu vois, il y a un mec avec qui tu vas t'entraîner, et voilà. Parce que de toute façon, tu apprends de tout le monde. Des fois, même un mec qui va te balancer un coup de pied bizarre. Comment il a fait pour me toucher? Alors que toi, tu es là, tu as fait 3 ans de Mouais ou 3 ans d'MMA. Donc, ouais, tu as raison, ils se la racontent. Et souvent, ces mecs-là, c'est avec qui tu as des conflits. Et souvent, ces mecs-là, des fois, bah, c'est ceux qui vont pas forcément comprendre. Donc, il faut un rappel à l'ordre. Et bah, le rappel à l'ordre, il va juste servir à te dire, bon, écoute, c'est bien. Mais il y a la suite encore derrière. C'est beaucoup mais plus long. c'est généralement, tu remarqueras que ces gens-là, c'est ceux qui, lorsqu'ils étaient débutants, te cassaient toujours les couilles. C'est-à-dire que c'est toujours eux qui veulent te faire des thèses et des synthèses. Ouais, mais s'il fait ça, et puis bah, s'il fait ça au lieu de faire ça, et t'as envie de. Non, mais travaille sur ce que je viens de te dire. Hein, évitons tous ces. Voilà. Et généralement, c'est eux qui vont devenir les deuxièmes, tu vois, les un peu casse-couilles. Moi, ça m'est jamais arrivé d'être comme ça parce qu'en fait, maintenant que je regarde en arrière, déjà, je viens d'une génération différente où il y avait très, très peu de loisirs, en fait. Moi, je me rappelle quand je faisais de la boxe thaï, quand j'avais 14 ans, je te parle de ça en 1987. Il y avait peu de loisirs. Il y avait peu de personnes qui venaient pour s'amuser. C'était encore une fois, des petits gymnases froids en hiver. Fallait faire de la corde à sauter, s'éclater les doigts de pied. Tout de suite, il y avait des mises de gants. Tu vois, c'était assez dur. Tu vois, donc il n'y avait pas vraiment de gens qui faisaient un peu du tourisme. Et puis, quand je suis passé au kickboxing, pareil, tu avais beaucoup de videurs. Tout de suite, tu vois, ça envoyait. Mm. Et puis après, voilà, la compétition a commencé à partir. Et tout de suite, tu es face à des mecs qui font de la compétition, en fait. Tu vois, moi, très très tôt, en fait, je me suis retrouvé à faire des mises des gants face à des compétiteurs, amateurs ou professionnels. Donc, tu n'avais pas le temps de faire des thèses et des synthèses, si tu veux, tu vois. Donc, mais je pense que maintenant, vu que les cours sont un peu plus grand public, je pense qu'il y a un peu plus de personnes comme ça, en fait.
Et puis surtout, ça s'est démocratisé. La boxe anglaise, comme tu dis, avant, c'était un sport de dur à cuire. Maintenant, aujourd'hui, la boxe anglaise, il y a des dérivés, il y a des programmes de formation pour apprendre à tenir la patte d'ours. Box and Burn. C'est connu, d'ailleurs, c'est un Anglais qui l'a fait, qui était médaillé au JO. Box and Burn, tu vois, des trucs comme ça, ou pareil, tu vas avoir du cardio boxing. Donc, tu vas avoir de la boxe adaptée au cardio. Et moi, il y a même une élève à moi, je lui disais, elle se marrait, je lui dis, ouais, c'est du fast food boxing. En gros, c'est comme ton Big Mac au McDo et ton burger que tu vas faire avec un cuistot, tu vois, avec un vrai morceau de viande, avec des vraies sauces, tout ça. Euh, Et je lui ai dit, tu as du fast-food boxing. Donc, tu as un sac, tu as quelqu'un qui va dire, allez, gauche, droite, crochet, et voilà. Et ça n'existait pas à cette époque-là. À cette époque-là, à notre époque, même moi, j'ai connu la fin de ça. Mais quand tu arrivais dans une salle d'anglaise, bah, c'était que des têtes de chiens, c'était que des mecs, voilà, qui étaient là au sac et qui te regardaient et fallait avoir ta place. Peu importe ce que Mmh. tu faisais, hein. Tu pouvais ne pas être compétiteur, mais si tu méritais ta place à l'entraînement de par ta motivation et ta combativité, tu avais ta place. Comme tu dis, Après, arriver je à trouve que l'heure. c'est une bonne chose que le sport s'est démocratisé et que en fait, ça ouvre la porte à beaucoup plus de personnes. Moi, ça me dérange absolument pas, c'est pas ce que j'essaie de dire, hein. Mm, Mais en tous les cas, voilà, pour en revenir à ce qu'on disait et en fait, les gens qui ont généralement cette attitude, c'est généralement les gens que tu vois partir très, très vite vers la self-défense, en fait. Parce que dans la self-défense, très, très vite, tu peux devenir professeur, tu peux commencer à faire des thèses et des synthèses et faire croire que, tu peux faire toutes ces pirouettes, cacahuètes. Donc généralement, ces genres de personnes sont plus attirées maintenant vers la self que la boxe en tant que telle. Parce que maintenant, même maintenant, les jeunes, ils savent ce que c'est qu'un vrai coup, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il y a tellement de combats maintenant disponibles sur Internet qu'en mm. fait, maintenant, tu peux plus faire raconter n'importe quoi à des jeunes. Les gens, ils voient tout de suite, bah non, j'ai vu l'autre gars faire l'opposé de ce qu'il est en train de me dire, donc ce que tu dis, c'est des conneries. Exactement. Puis surtout, bah, avec Internet, tu as accès plus facilement au combat. Bah, même pas l'UFC, je vais dire l'UFC, mais en tout cas, le MMA en France, c'est en train d'exploser. Donc, on va avoir cette petite période un petit peu, comme tu dis, qui va durer peut-être 5 ans, où il y aura des nouveaux fans, des personnes qui vont penser savoir ce qu'il faut faire ou non. Mais ça va pousser aussi à beaucoup de gens. Et il y a un business qui s'ouvre, un monstre, hein, je te le dis. En France, là, tout le monde est en train de se battre pour ouvrir des sections MMA. Des fois, des clubs d'identité Muay Thai ou des clubs d'identité Jiu-Jitsu brésilien vont faire une section MMA parce qu'ils savent que le mot MMA, même si le professeur n'est pas forcément bon, n'a pas été combattant ou ce que tu veux, ça va attirer du monde. Le mot MMA attire du monde. Et donc forcément, bah, ça a un effet de mode aussi et il faut être aussi franc en tant que coach en disant c'est très bien, c'est un effet de mode, ça fait du bien au MMA français, ça fait du bien à notre travail aussi, à notre métier de coach. Mais il faut pas croire que c'est comme ce que vous voyez en combat ou dans les films ou les idées a priori. Venez pratiquer, venez vous entraîner avec le règlement et les règles adéquates. Donc le matériel, le respect, tout c'est tout qui est valable dans tous les autres sports de combat. Il faut toujours garder cette identité, cet ADN qui fait que les gens évolueront dans le bon sens, seront des bons pratiquants. Sinon, derrière, on va avoir des gens qui vont juste venir parce que c'est un effet de mode. Hmm. Mais regarde, par exemple, Cyril Doumbé, tu vois, il a une carrière impressionnante en pied-point, mais il a récemment explosé sur l'internet de par son identité et son charisme, ses clashs, etc., mais aussi parce qu'il est dans le monde du MMA. Il ferait du kickboxing, je suis pas sûr que les gens en parleraient tout autant. D'ailleurs, même quand tu vois dans des émissions mainstream, très brièvement, ils disent: Ah, t'es champion, multiple champion du monde de kickboxing, mais très très vite, ils parlent tout de suite de MMA, en fait, parce que c'est le sport du moment. Parce que c'est aussi là où il s'illustre et c'est là où il va construire son futur et peut-être sa fin. Je suis pas sûr, connaissant un peu Cédric, je suis pas sûr que tu vois, il va remettre le plat dans le kick ou je sais pas du tout, mais je pense que si maintenant il s'est mis dans le MMA, il veut en fait, je pense terminer et assurer son futur dans le MMA. Donc il va forcément parler que de ça. Et après, bah, son passé de champion lui sert justement aussi à avoir une étiquette, avoir aussi un standard que les autres n'ont pas. Bah, comme à l'époque, Crocop, quand il est arrivé dans le MMA, il faisait du K1, tous ces mecs-là qui venaient du pied-point, et même il y en a eu beaucoup d'ailleurs au Japon qui venaient de la boxe anglaise, qui venaient du judo, Yoshida, Dur, tout ça. hein. C'est pareil en fait. Pour moi, c'est juste le seul truc. Et c'est juste le seul truc.
qu'on voit en fait. C'est juste que maintenant, il utilise bien les réseaux, il fait bien son travail et du coup, bah, il va avancer dans le MMA et il a compris que de toute façon, le MMA, c'était son futur et c'était son, comme on disait la dernière fois, tu te souviens, c'était le gagne-pain, ce qui va permettre aussi de pouvoir assurer une retraite derrière parce que on n'est pas des cyborgs. À un moment ou à un autre, on peut plus boxer comme on veut et il faut qu'on essaie de tirer le maximum de sous pour garantir sa vie plus tard. Et donc, maintenant, on va passer à la catégorie supérieure, donc les combattants, ou en tous les cas, les pratiquants plus expérimentés, Ouais. et le problème que ça peut engendrer aussi avec ce genre d'individus. Ouais, bah, on pourra même parler des pro fighters parce que des exemples, j'en ai plein. Tu étais professionnel, j'étais professionnel et il y a eu un comportement, je pense, que tu dois avoir en tant que professionnel quand tu te rends dans un endroit de prestige comme les gyms aux États-Unis ou au Canada. Toi, tu as été aux États-Unis, moi, j'ai été aux États-Unis, au Canada, au Japon, tu as été au Japon aussi et tout. Et il y a une règle à avoir pour tes compétiteurs, c'est que même si tu es compétiteur, tu personne en fait. Tu t'en rends compte en arrivant quelque part qu'en fait, tu es son père. Ça veut dire que tu arrives, ok, ouais, t'as fait du MMA, t'as combattu en pro, je te connais pas, je sais pas ce que tu vaux, qu'est-ce que tu vas faire, ni ce que tu vas faire subir à mes gars, à moi, hein, qui me font vivre aussi en tant que coach. Et, et c'est intéressant parce j'en ai plein des anecdotes aussi, tu vas nous en partager plein. Mais c'est marrant parce que déjà, on parlait de l'égocentrisme, déjà qui peut être un problème, une barrière, dès le départ de ta pratique, pardon. Mais c'est pareil, justement, lorsque les combattants ou les pratiquants commencent à devenir expérimentés, commencent à devenir meilleurs, c'est là qu'il se passe aussi quelque chose, il commence à y avoir un ego à un moment. Il y Mm. a un moment où parfois le pratiquant pense savoir plus que le professeur. Et ça peut arriver, ça peut Ouais. arriver. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et il y a un moment aussi où beaucoup de gens vont commencer à leur faire les yeux doux. Alors, on va mettre les réseaux sociaux et toutes ces choses-là de côté qui sont aussi difficiles à pouvoir gérer aujourd'hui. Mais même avant ça, ça existait. D'autres professeurs, d'autres clubs qui essaient de les attirer, d'autres combattants qui leur disent à quel point ils sont extraordinaires. Et très, très vite, le melon, il commence à monter. Et tout de suite, leur attitude commence à changer. Ils arrivent en retard à l'entraînement. Ils disent, ah, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Et c'est à toi aussi, encore une fois, en tant que professeur, d'essayer de garder les rênes de ton combattant. Ouais. Soit tu vas garder les rênes, tu prends le risque de perdre ce combattant ou ce pratiquant. Parce qu'encore une fois, ça peut être aussi un très bon pratiquant qui ne fait pas la compétition. C'est soit toi, en tant que professeur, tu veux garder ses rênes et toujours être strict tout en prenant le risque de perdre cette personne, ou soit tu le caresses dans le sens du poil parce que tu as envie de le garder, mais alors ça va avoir aussi un impact par rapport aux autres pratiquants qui voient aussi ce qui se passe, qui voient lui son comportement et le comportement que tu as envers lui parce que tu veux le garder. Et ça va avoir un impact sur le reste de tous tes élèves aussi. Bah, je suis d'accord avec toi et je pense que le coach, il devrait en fait tout simplement il devrait savoir déjà dès le départ qu'il y aura des conflits. Comment les gérer? Comment être capable en fait de dire à quelqu'un que tu as formé, bah, on n'est plus d'accord maintenant. Comment, comment accepter, même moi en tant que coach, que quelqu'un va me dire: «Bah, c'est plus avec toi que je vais continuer, c'est avec un autre. C'est plus avec toi que je vais arrêter, c'est plus avec toi que je vais continuer, c'est avec un autre et cetera. J'arrête avec toi parce que je perds», tout ça et tout. Tout ce relationnel-là, en fait, c'est le relationnel humain. C'est le relationnel entre, humains, hommes-femmes, ce que tu veux, entre parents-enfants, il y aura toujours des conflits. Maintenant, il faudra être préparé à ce type de conflit et il faudra que nous, en tant que coach, on puisse se dire, bah, à un moment, il y aura un conflit, comment on va écouter la personne, ce qu'elle a à nous dire et comment cette personne va nous écouter. Et si on n'est pas d'accord, bah, on n'est pas d'accord. Chacun prend sa route. Donc, il y a une forme d'attachement qu'il faut éviter aussi parce que elle blesse des deux côtés. Le combattant qui est trop, voire très attaché risque de souffrir. Tu vois, il risque même d'arrêter sa carrière. Là, le coach très ou trop attaché risque de déroger à ses principes de coach, comme tu dis, et à plus traiter les gens au niveau égalité, et à dire, bah voilà, j'ai plus de partage, j'ai plus fait de choses avec ce combattant-là, ça me tient à cœur, j'ai pas envie qu'il parte. C'est comme un couple qui souffre, tu vois. C'est pareil. Je vais pas me forcer à rester avec ce combattant si c'est pas la bonne solution, parce que, comme tu dis, c'est un turnover. Des combattants pro, il y en aura plein. Et puis, une carrière de coach se fait aussi avec beaucoup de combattants, comme dans le football, c'est pareil. En fait, dans tous les sports, les grands coachs ont eu des conflits avec leur entraîneur. Tyson, il paraît qu'il en a eu avec Cus D'Amato. Manny Pacquiao, il en a eu avec Freddie Roach. Tu vois, les boxeurs, du jour au lendemain, ils sont plus avec les mecs, tu comprends pas. Je pense qu'il faut être préparé à ce type de relationnel. C'est pour ça que je te dis encore une fois, je le dirai tout le temps, c'est qu'il y a deux types de coach. Tu as le complément de salaire et tu as le vrai coach, celui qui va savoir que bah, il doit se mettre
un peu de côté, en retrait, tout ce travail-là, en fait. Après, il faut aussi être honnête. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai fait des erreurs en tant que coach. C'est-à-dire que Oui. maintenant, je peux regarder tout ça en arrière. Je parle un peu comme un dondon, un taron, un daron. Il faut faire ci, il faut pas faire ça. Mmh. Mais moi, toutes les erreurs en tant que pratiquant, mais aussi en tant que coach, j'en ai fait plein. Et c'est pour ça qu'on essaie aujourd'hui de les partager avec vous. On ne vous dit pas que vous n'allez pas faire d'erreurs, vous allez faire des erreurs comme nous, mais on essaye justement que vous en fassiez le moins possible. Et même moi, en tant que professeur, j'ai fait des erreurs. Parfois, j'étais peut-être pas aussi attentif qu'il aurait fallu. Parfois, par exemple, sur les défaites de mes élèves, je leur en parlais brièvement après le combat parce que je voulais pas non plus leur appuyer dessus. Et après, il aurait peut-être fallu que j'ai une autre conversation avec eux. Et c'est arrivé parfois, mais il y a l'autre fois, peut-être, j'aurais peut-être plus dû insister et avoir un vrai tête-à-tête avec eux, leur expliquer quelles étaient les erreurs, peut-être de leur part, peut-être de ma part. C'était souvent de leur part, en toute honnêteté, mais en tous les cas, là où moi j'ai fait l'erreur, c'est de ne pas avoir eu nécessairement cette conversation avec eux, de Mmh. mettre tout sur table, d'essayer de comprendre ce qui s'est mal passé. La clé, c'est la communication. À partir du moment où elle est rompue, c'est dur de la mettre en place. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes élèves: «Vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi, je vous en voudrais pas». Voilà, parce que, je veux juste que ça concerne le travail. Si tu me dis, «Ouais, vas-y, tu me parles d'un truc de ma vie privée, ouais, tu fumes le cigare», bah non, ça je m'en fous. Ça va t'asseoir et va boire un café, ça n'a rien à voir avec le taf. Par contre, si demain tu me dis: «Ouais, je trouve que, on n'a pas assez travaillé ça, donc c'est peut-être pour ça que ce mec en face, il m'a eu sur ça et ça», bah moi, j'aurais aussi les arguments à lui donner et je pourrais discuter de ça en lui disant certaines choses. Maintenant, ce que tu dis, c'est qu'il y a un travail qui est fait en amont, de la part de l'entraîneur et il y a aussi un travail qui est fait aussi avec l'athlète. Donc les fusions existent, les victoires existent, les défaites existent et la construction sur le long terme existe aussi. Donc il faut que je pense que la communication, ça va être la clé, le vecteur de toute réussite. Si tu dis vraiment ce que tu penses à ton coach quand tu es pas content de quelque chose ou quoi, même si tu parles trop, bah, à un moment, on te dira: «Ouais, c'est bon, ta gueule, il y a pas besoin de parler plus que ça». Mais ça aura au moins le mérite de d'avoir cette relation de confiance avec la communication. Et le coach, c'est pareil, quand il dit au gars: «Je trouve que tu t'entraînes pas trop» et que le mec il dit: «Moi, je m'entraîne comme un ouf», bah non, il faut l'écouter aussi. Voilà, il faut écouter ses arguments. Pourquoi il dit que tu t'entraînes pas trop? Bah, parce que si tu passes plus de temps à je sais pas moi, à sortir dehors et faire la fête, bah, forcément, c'est que tu as plus de temps pour t'entraîner. Parce que comme tu dis, la communication, ça vient des 2 côtés. J'ai l'impression que parfois les gens parlent de communication ou même parlent de débat, mais en fait, ils parlent chacun de leur tour, mais personne n'écoute l'autre en fait. Mmh. Mais la communication, c'est pas ça. La communication, c'est de t'écouter réellement, d'écouter chacun de tes arguments et pas nécessairement de les contrer, mais peut-être aussi essayer de les comprendre et d'essayer de moi tirer aussi quelque chose. Même si j'entends que tu as tort, d'en tirer quelque chose. Mais c'est aussi à toi de faire l'effort de faire la même chose avec moi. Là, justement, quand j'étais à Paris, on a discuté avec Cyril, où Cyril disait justement dans l'autre podcast pour Gong, où il a eu un conflit avec son ancien professeur, où il a eu plusieurs combats, où il n'avait pas la caisse, où il avait l'impression de s'entraîner beaucoup, mais que voilà, il avait un problème de condition physique. Et il a remis certaines choses en question avec son professeur, et son professeur l'a mal pris, et ils se sont séparés. Mais ça, normalement, ça ne devrait pas exister. C'est Non, comprendre aussi. Parce que tu peux faire d'erreurs. bien Chaque sûr. combattant réagit complètement différemment à des entraînements différents. Donc, c'est à nous de pouvoir avoir cette communication et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et justement, de régler tout ça, de voir. Alors, on va recommencer depuis le zéro et de savoir à quel moment, comment tu sentais, voir aussi tes battements de cœur, essayer de régler tout ça. Mais c'est pour ça, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Tout ça, ça demande énormément de travail venant de toi en tant que coach. Ouais, Et c'est pour ça aussi que chaque travail demande salaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas exactement. faire t'investir autant si c'est pour rien, en fait. Et c'est un travail qu'on voit pas. C'est un travail qu'on voit pas. Quand tu es là, tu es en train de travailler, préparer tes choses, observer et même quand tu es en train de regarder un athlète et que tu es en train de faire des choses avec lui, c'est un travail qu'on voit pas. Nous, on voit la finalité, la vidéo que tu postes, le combat qui a été fait. Ça, c'est juste la dernière pièce de la pyramide. Par contre, la préparation, c'est pas que de la technique. La préparation, c'est aussi de la gestion, de la tactique, de la discussion, de la communication. Comment tu veux convaincre quelqu'un qu'on est en train de faire du bon boulot si les 2 ne sont pas convaincus? S'il y en a qu'un sur les 2 qui est convaincu, c'est pas possible. Si le coach est convaincu, pas l'athlète, ça marche pas, c'est un couple. Et d'ailleurs, je l'ai lu dans un livre, le couple coach-coaché, le couple entraîneur-entraîné. C'est un couple qui doit être comme ça. Si à partir du moment où il y a une séparation, des fois, on dit que dès qu'il y a un petit conflit, c'est un peu comme un vrai couple. Il y a un lien qui est brisé et c'est dur de le garder et généralement, il y a une séparation qui se fait. Et cette séparation, faut l'accepter. C'est-à-dire que dès le départ, tu dois dire que peut-être ça n'est pas éternel. Mais la base que l'entraîneur doit avoir, c'est la communication. Et pour avoir de la communication, il doit discuter avec les gens et comme tu dis, les écouter.
Parce que c'est aussi un travail de psychologue, être entraîneur. Tu vas pas faire une thérapie, mais tu vas aussi comprendre pourquoi la personne, elle veut combattre, pourquoi la personne, elle est motivée et qu'est-ce que la personne, elle a envie de donner, jusqu'où elle est prête à aller, tu vois. Parce que tout le monde te parle du UFC, mais personne ne sait ce que c'est dans l'UFC. Personne ne sait ce que c'est. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est de combattre dans une cage où il y a tout Las Vegas, mon gars, qui est en train de crier. Ça se trouve, je vais m'évanouir. Je te dis un truc comme ça, mais tu sais pas comment tu vas gérer ça. Donc, comme tu sais pas, bah, tu peux pas parler de ce que tu ne sais pas. Et tu peux pas critiquer aussi un entraîneur tant que tu n'as pas fait en tant que combattant ce qu'un entraîneur t'a donné et vice versa. Tu peux pas, toi, en tant qu'entraîneur, critiquer un autre entraîneur qui a fait mieux que toi ou en tant qu'athlète, critiquer un athlète qui a fait mieux que toi. Ça aussi, ça fait partie de la communication. Et la communication aujourd'hui aussi, des fois, elle est un peu rompue parce que les yeux sont rivés sur autre chose. C'est-à-dire que tu vas voir, je sais pas, tu vas voir un autre athlète qui s'entraîne, qui vit que de ça et tu vas vouloir te comparer à lui. C'est déjà incomparable déjà de base. Tu peux pas. Il y a beaucoup trop de facteurs qui font que c'est incomparable. L'âge, le pays dans lequel il vit, la structure dans laquelle il est, l'argent qu'il gagne avec les sponsors pour pouvoir s'entraîner en MMA, ça, tu dois être capable de lui donner comme réponse. Faut avancer comme on peut avec ce qu'on a. Mais là, je vais partir sur un autre truc à côté. Tu sais, on a souvent vu, toi et moi, des styles qui commençaient à incorporer des ceintures là où il n'y avait pas. Tout particulièrement, je pense à, par exemple au Brésil, où dans le Muay Thai, ils ont inclus des ceintures maintenant. T'as Ils ont fait t'as un jamais truc. entendu parler de ça? T'as Non, jamais j'ai entendu jamais parler de entendu ça? parler de ça. Non, non, Ah, non. il y a plein de clubs au Brésil et en fait, il y a les ceintures, comme au karaté, comme au jiu-jitsu brésilien, etc. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît chelou. Et même, j'ai vu la tête que tu as fait, c'est chelou. Et moi, pendant très longtemps, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais en même temps, j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre que lorsque tu as des ceintures, tu sais qui et quoi. Hmm. Et donc, si tu es une ceinture, comme au jiu-jitsu brésilien, si tu es une ceinture bleue ou violette, tu n'as pas besoin d'essayer de montrer, de faire des tests, des synthèses, de plier un mec à l'entraînement. Le mec, il sait que tu as la ceinture violette, il sait à quel point c'est difficile de l'avoir. Donc, le mec, déjà, automatiquement, il te montre un respect. Hmm. Et toi, tu ne te sens pas dans l'obligation d'essayer de flamber face au mec, vu que tu as déjà ces ceintures qui parlent par elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et de surcroît, bah, pour les gens qui ne veulent pas faire de la compétition, au moins de se dire, je vais essayer d'avoir ma ceinture bleue ou avoir une ceinture violette, tu vois, c'est quand même un Hmm. objectif concret auquel tu peux t'accrocher. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai toujours trouvé ça vraiment chelou et ça m'a toujours un peu énervé, cette histoire de ceinture dans les sports de combat où là, initialement, il n'y en avait pas. Mais maintenant, avec l'âge et du recul, j'arrive à comprendre pourquoi ils ont introduit ça, en fait. D'accord. Moi, c'est le contraire de toi. C'est-à-dire que je me dis que bah, tu sais, moi, le mouet, je l'ai appris avec des puristes et aussi en Thaïlande avec les voyages. Et je sais que là-bas, tu vois, ils n'ont pas ce système-là. En France, ils ont mis ce qu'on appelle les prajettes, tu vois, c'est les trucs que les boxeurs ils mettent là, bleu, vert, tout ça et tout. Mais ça n'est ni plus ni moins que juste, on va dire, entre guillemets, une friandise que tu donnes aux pratiquants. Parce que généralement, ceux qui, justement, ont ces prajettes de cette couleur-là, bah, des fois, l'équivalent d'une black belt, le mec, il sait même pas te mettre un coude, il sait même pas te mettre un genou, il sait même pas clincher, il connaît même pas un balayage. Alors qu'en Muay, en Thaïlande, ils vont te faire travailler en long, en large, en travers le Muay Thai avec tout ce qu'il y a. Et c'est tout. Et peu importe, hein, il y a pas de. En fait, je crois que le niveau là-bas, il est juste basé sur le fait que tu sois professionnel ou non. Basta. Après, bah, tes ceintures, tes titres, mais encore, et même ça, hein. Parce que, en fait, comme le Muay, c'est un sport à pognon, il y a beaucoup de paris. Du coup, bah, t'as un cheval de course. Que tu sois champion ou non, t'as un cheval de course. Et donc, toi, tu serais contre le fait qu'il y a justement un espèce de grade comme ça dans le monde du MMA, par exemple. Si demain, la Fédération française Ils de l'ont fait, ils le MMA font, ils le font. commence, ils Ils le le font, font? ils le font, et moi j'ai été même évaluateur de grade à la FMMAF sur une séquence. Alors, c'est bien parce que pourquoi? Parce que eux, ils ont fait un système de grade où dedans, ils ont ce qu'on appelle le grade vert, et le grade vert, ça te permet d'accéder à la compétition. Donc en fait, tu vas en tant qu'évaluateur voir si le mec peut accéder à la compétition ou non. Alors compétition et formation, parce que ça peut te permettre aussi d'accéder à des formations qui demandent un grade vert. Moi, des fois, il y a des gens, ils venaient passer le grade vert et je leur donnais le grade orange parce que par bienveillance, je leur expliquais que ça allait être trop chaud pour eux en compétition, qu'ils avaient des lacunes. Alors, il y avait 10 cases à passer, à valider. Il en fallait 7 sur 10 pour pouvoir avoir éligible au grade vert. Et il y avait vraiment des gars, ils savaient pas faire un triangle. Tu leur disais juste une soumission d'en dessous. Ils savaient pas faire un triangle, ils savaient pas faire une guillotine, une kimura, ils hésitaient et tout. Et tu te dis, moi, ce que je leur disais, je leur tenais ce discours-là, c'est comment tu vas faire lorsque ton coach va te donner des indications, tu sais pas ce que c'est.
Et je lui dis, le MMA, ça peut être dangereux. Tu peux en amateur te prendre des KO et te faire déglinguer en ground and pound. Oui, l'arbitre, il arrête vite. Oui, oui, l'arbitre, il va pas attendre que tu sois KO, mais c'est quand même un danger. Donc, c'était de la bienveillance. Et je trouve que ce système-là est très bien parce que ça donne accès à la compétition. Après, je sais pas si le système que tu viens de dire en Thaïlande, il donne juste une différence entre les pratiquants ou s'il donne une porte, une clé pour la compétition. Moi, pour la compétition, je suis d'accord à 100%. En tant que pratiquant, je suis mitigé. Tu vois, je dis juste que, voilà, bah, tout le monde s'entraîne et voilà. Après, les différences de grade, elles vont plus être dans les sports comme le karaté, judo, jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, etc. Ils ont mis un système de grade en place, ça permet, comme tu dis en JB, de savoir que la ceinture violette, c'est quelqu'un, on va dire, qui a entre 5 et 6 ans de pratique. Là, il y a plusieurs choses. Déjà, j'aime le mot bienveillance que tu viens de dire. Mm, C'est le mot parfait parce que moi, je me rappelle à l'époque où on combattait dans les débuts du MMA, tu vois. C'est vrai que beaucoup n'avaient peut-être pas nécessairement les meilleures techniques du pound. C'était peut-être pas très, très raffiné. Mais en tous les cas, une chose est sûre, vu que le sport n'était pas réellement populaire et grand public, la plupart des gens qui allaient au charbon étaient des bagarreurs, en fait. mm. Donc, et au moins, ils avaient une base dans quelque chose. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais moins peur que des gens se blessent à l'époque qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as toute une génération de jeunes qui pensent qu'aller faire du MMA, c'est comme aller jouer au tennis, en fait. Ça paraît comme ça assez facile, mais en fait, justement, il faut faire attention. Il faut même parfois protéger les gens parce que on n'a jamais eu de mort jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que si tu commences à ouvrir les portes à n'importe qui et n'importe quoi, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se blesser et très gravement, quoi. Donc, Ouais. tu peux pas laisser la compétition à n'importe qui. Et regarde, je vais te donner un exemple qui est concret, et je l'assume totalement. Lors de cette évaluation de grade, il y a un ancien athlète équipe de France de taekwondo qui était là et qui a été déçu parce que je ne lui ai pas donné le grade vert qui permet d'accéder à la compétition et il était programmé sur une compétition 2 semaines plus tard. Alors, moi, j'ai assumé ne pas lui donner son grade, etc. Donc, l'événement s'est organisé et il n'a pas combattu sous la Fédé d'MMA, mais il a combattu sous la Fédé de lutte. Donc, la Fédé d'MMA n'a pas couvert. Ils ont suivi ce que j'avais préconisé. Et regarde ce qui s'est passé. Il s'est pris un KO en moins de 20 secondes. Il a quand même dormi et il y a quand même eu le médecin qui est monté, etc. et tout. Et cette histoire, le responsable de la FMMAF, il m'a envoyé un message en me disant, voilà, on t'a soutenu, on a soutenu ta décision et tout. Et je ne lui souhaitais pas ça. Mais en fait, si tu veux, moi, je m'étais parti du principe que, OK, tu as été athlète de haut niveau en taekwondo, mais là, MMA, c'est un autre sport. Moi, j'estime que tu ne peux pas avoir accès à une compétition parce que tu n'as pas le niveau. J'ai même pas pensé au KO et tout. Et ça s'est passé 2 semaines après. Et c'est pour ça que je reviens sur le mot bienveillance. Je suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues aux gens, mais lorsqu'on m'a donné le rôle, l'étiquette d'évaluateur, j'ai essayé d'évaluer avec sincérité et juste expérience, tout simplement. Et malheureusement, il y a eu cette histoire-là pour prouver que, en fait, bah, la FMMAF prenait plus en considération les choses et que derrière, l'autre fédé ne prenait peut-être moins en considération les choses ou c'était moins renseigné. Peut-être un problème de communication entre eux deux. Mais en tout cas, moi, j'assumais complètement bah, des fois, certaines personnes leur donnaient le grade orange et d'autres le grade vert. Et ça permet C'est pour justement. ça que c'est intéressant tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant et que c'est une bonne chose, en fait, toutes ces conditions de grade, etc. Et encore une fois, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent, ah, ça fait chier, ça sert à rien, ils faisaient pas ça à l'époque. Oui, mais à l'époque, Non. le sport était beaucoup moins populaire, il y avait beaucoup moins de compétitions. Là, vu que maintenant le MMA est populaire en France, ça va être la jungle. Il peut y avoir des compétitions toutes les semaines, n'importe où, n'importe quand. N'importe qui peut monter dans une cage, n'importe qui peut se faire mal. Ça peut être potentiellement dangereux. Donc, c'est normal qu'il y ait toutes ces choses qui sont derrière. Mais donc, pour les grades, et pour en venir aux grades, tu me parles des arts martiaux traditionnels, le karaté, mais à la base des arts martiaux, toutes ces ceintures-là n'existaient pas. C'était Ouais, ceinture c'est blanche ou blanche ceinture et noire. noire, exactement. Au Japon, j'ai vu ça, moi. Quand j'étais au Japon en 2006, j'ai vu un cours de judo que des white belt et black belt. Et j'ai pas compris. Et en fait, c'est chez nous, on a codifié, on a donné un système. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure en début de vidéo de politique sportive. C'est de la politique sportive, c'est avoir un cahier des charges pour donner une évolution. Alors, ça marche, hein, ça marche pas, je sais pas, je suis pas penché sur ce sujet-là. Tout ce que je peux dire, c'est que, bah, les Japonais, ils sont plus, voilà, c'est plus traditionnel, respect. Une vraie black belt, c'est une vraie black belt. Tu sais qu'un judoka qui a fait Après, du judo au Japon. c'est une mentalité complètement différente. Et j'arrive à comprendre pourquoi tu sois pour et contre. Parce qu'en fait, les Japonais, encore une fois, il y a un certain respect par rapport aux pratiquants, à l'art lui-même, aux compétiteurs, qu'il n'y a pas nécessairement en France. Et c'est là que justement on rentre dans le côté politique. Et tu prends par exemple
le judo, parce qu'on parle du judo, et tu as des mecs qui se sont donnés corps et âme pendant 10 ans, 15 ans à la compétition, mais qui ne sont jamais vraiment pensés sur passer les diplômes, passer les grades, passer les ceci, cela. Et puis, bah, au bout d'un moment, ils prennent leur retraite, ils ne peuvent même pas donner des cours de judo, tandis que tu en as certains, ils n'ont jamais mis les pieds sur un tatami en compétition, mais eux, ils ont passé tous les diplômes, tous les grades, tous les trucs de Mm. juge, d'entraîneur, et eux, ils sont extrêmement bien placés, et ils ont un salaire pas la mairie et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a ce côté-là, il y a le pour, il y a le contre. Voilà, il y a la politique. Voilà, ça c'est de la politique. C'est comme vouloir être au conseil municipal. Voilà, c'est pareil, tu as envie d'être maire, bah voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Comme tu as dit, moi j'en connais, je sais qu'il y a des mecs, ils sont là, ils ont tous les diplômes adéquats, mais par contre, ils n'ont jamais fait de compétition. En anglaise, en quoi, en caisse, mais ils ont passé tous les diplômes. Il faut un juste milieu, c'est comme tout. Il faut avoir été pratiquant, il faut avoir été combattant si tu as envie d'encadrer des compétiteurs, et il faut passer tes diplômes. Ce qu'on te demande, et franchement, je te dis la vérité, c'est même pas. C'est bien d'avoir le BPGEPS, c'est la carte professionnelle, et le DEGEPS, etc. Mais même le DESGEPS, en France, on n'est pas dans la performance. On n'a pas cette culture de vouloir être comme les Américains, pointilleux, dur, etc. On n'est pas dans cette culture-là. On a juste envie de dire, voilà, tiens, ça va me permettre d'être fonctionnaire et d'avoir mon petit taf pépère. Alors que moi, je suis un extraterrestre. J'ai envie, moi, de me pencher. J'ai comme exemple des coachs bah, qui sont là, qui ont leur ordinateur, qui analysent, qui vont aller faire des recherches, qui vont aller regarder un peu ce qui se passe, tu vois, comment ça se passe après une commotion, voilà, tous ces trucs-là. Ça, c'est ce que je kiffe, moi. C'est ce que je kiffe. Je pense que ça serait un bon sujet de conversation pour notre prochain Ouais, podcast. C'est justement de discuter du professionnalisme et du côté aussi économique, ouais. la différence entre la France, ce qui se passe en Europe et aussi à l'étranger, tout particulièrement aux États-Unis, et Même en savoir comment toutes ces Angleterre. économies sont. Même en Angleterre, chez toi. Juste en Angleterre, ça se passe différemment. Tu sais, tu le dis direct. Juste Mais les le gens. respect, même Ouais, le côté business avec le professeur, avec les coachs, avec un manager. On en a brièvement discuté sur notre podcast avec Cyril, justement, mais c'est quelque chose qu'on pourra aussi développer. Et très brièvement, parce que tu m'en as fait rappeler, là, on a parlé du Japon, de la différence de culture. Je sais que ça n'a rien à voir. Mais il y a une série qui vient de sortir sur Netflix il y a ça quelques semaines sur les le sumotori sumo, ouais. au Ouais, moi, Japon. je suis fan de Et sumo. Je savais et déjà ce c'est une qui se bonne petite passait. C'est série. dur, hein, t'as vu? Ouais, C'est le ouais. monde, c'est un monde de chiens, c'est un monde de. Pareil, c'est un monde d'écurie, hein. Tu t'imagines pas ce que les mecs, ils ont dur avant de passer au haut grade de sumo, etc. Et Mais c'est très. tu peux dire c'est la même chose sans doute avec le karaté, le judo, tout ça au Japon aussi, quoi. Parce C'est une que culture complètement différente. Voilà, parce que c'est une culture à la dure. C'est une culture où, de toute façon, là-bas, les mecs, il n'y a pas de chômage, ils ont pas de taf, ils suicident, ils ratent, ils redoublent. Il y a des redoublants qui suicident et tout. Ça n'a rien à voir avec nous. Tu vois, nous, ici, les gens, ils redoublent, ils s'en battent les steaks. Tu vois, c'est pas la même culture. Donc, en fait, c'est bien aussi, c'est intéressant aussi de savoir comment les autres y font. Et c'est aussi intéressant, comme je dis, de savoir quelles sont les erreurs potentielles qu'ils peuvent commettre que nous, on ne doit pas commettre pour être justement le plus juste possible et sans rentrer dans ces trucs-là. Mais je pense que on a fait un peu le tour de ce que les personnes ont besoin. Et comme d'hab, de toute façon, tu sais, c'est un podcast, donc des fois, il y a des idées qui nous viennent, on en parle et tout. Mais moi, sincèrement, je pense que comme on disait au départ, il faut être motivé, il faut avoir son matériel, hygiène et respect. Je pense que c'est les 4 points clés qu'on peut donner. Et après, le reste, ça roule comme une automobile. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau, peu importe ta condition physique, ton poids, ce que tu veux, femme ou homme, c'est pareil. C'est les mêmes règles à respecter pour tout le monde pour que les gens puissent avoir une pratique de qualité. Donc en quelques mots, mets ton ego de côté et lave-toi le cul. Ouais, exactement. Lave-toi les yeux aussi. Je tiens pas que le fion, mon frère. Ah oui, ça on l'a oublié, mon pote. Ah ouais, les mecs Ouais, qui puent les pieds à la salle, ça c'est une horreur aussi, quoi. Sinon, mais c'est vrai que moi, c'est le pire des cauchemars. Et c'est très difficile d'avoir cette conversation avec quelqu'un quand ils ont soit leur gants, leur matériel ou leur short, encore une fois, qui pue la pisse de chat, quoi. Et tu te dis, mais comment tu peux pas le sentir, quoi? Je veux dire, ah, c'est dur de confronter un élève comme ça, hein. il faut faire un truc de groupe. Moi, c'est ce que je fais généralement. Quand il y en a un qui fait le con, bah à la fin, je dis à tout le groupe et bah le mec après Mais ils comme ça tu le comprennent juges pas. jamais. Mais ouais, c'est vrai. Mais après, À chaque fois, tu fais ça, à chaque fois, tu essaies de faire. Alors, je vais le dire à tout en même temps, la personne qui est visée ne se sent toujours jamais visée. il faut aller le voir et lui dire, écoute, il se passe quelque chose avec tes pieds là.
tu fasses quelque chose. Tu sais, à Tahiti, quand j'étais à Tahiti et tout, j'ai bah, un truc tout bête qui a même pas dans aucun club en France, je l'ai jamais vu encore ici, hein, vraiment. Bah, à Tahiti, ils ont une grande bassine où il y a un Mhm. tapis dedans, il y a de l'eau de javel, les trucs, et avant de monter dans le tapis, tu dois planter tes pieds, tu dois t'essuyer sur la serviette et tu passes sur le tapis. Et Mais ça, j'ai déjà vu ça avant. Je crois que ça vient de la culture aussi de la plage. Parce que tu as beaucoup de gens qui vont à la plage l'après-midi. Et parce que c'est à côté de l'océan, il ouais. doit y avoir du sable un peu partout. Et vu qu'ils sont en claquettes, tu as toujours du sable sur tes pieds. Et je l'avais déjà vu dans d'autres pays comme ça, où justement au bord de la mer. Moi, en France, j'ai jamais vu ça. Tous les clubs que j'ai fait à Paname, tous les grands clubs et tout, ils sont même pas capables de te foutre juste une bassine avec de l'eau de javel. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des infections, des staphylocoques, etc. Parce que bah, forcément, les pieds, c'est la première chose que tu mets sur le tapis. Et si tes pieds, ils vont aux toilettes sans se chausser, tout ça et tout. Pareil, en France, tu es obligé de faire le flic pour que les gens ils aillent aux toilettes avec leurs sandales. Tout simplement. Mm. J'ai pas compris ça, tu vois. Ça, je l'ai jamais vu aux States, je l'ai jamais vu en Angleterre, Ouais, jamais vu au Canada. ouais, Jamais vu au Japon. Les mecs, ils se déchaussent déjà dès qu'ils rentrent chez eux. Donc, tu vois, c'est une autre mm. culture. Après, voilà, on peut en parler pendant des heures. On n'est pas là pour faire l'éducation des gens, même si ça fait partie aussi un peu de notre taf. Et pareil au Japon, moi je me rappelle quand on s'entraînait au Japon, aussitôt qu'on avait fini, justement, les nouveaux, il faut qu'ils nettoient le tatami, les élèves, les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, ils Ah, sont à genoux, ils passent le balai, ils nettoient le tatami, etc. Je ne sais pas si ça existe. Je sais que j'ai déjà fait ça en France, mais je ne sais pas si ça existe toujours, hein. à l'époque, Denis le mettait en place au Candice parce que bah, on l'avait vu au Japon et on s'est dit bah, c'est super. Et maintenant, bah, dans certains clubs, tu vas avoir du mal à avoir un élève qui va faire le balai avec toi ou quoi, caisse, tu vois. C'est compliqué. Mais encore une fois, les gens n'ont pas compris qu'en fait, le club de sport, c'était leur maison, tout simplement, c'est leur chambre, en fait. C'est aussi un endroit où ils passent peut-être un tiers de leur semaine. Et donc, du coup, s'ils passent un tiers de leur semaine, bah, c'est comme ta chambre. Si elle est dégueulasse, t'as pas envie d'y passer un tiers de ta vie dedans. Donc, voilà, mon Enfin Jess. bref, Ouais, bah je pense écoute, qu'on a parlé un peu de tout ce qu'il y avait à parler. exactement. Je pense qu'on va se faire un petit épisode très bientôt. En attendant, Ouais. abonnez-vous, partagez la vidéo, allez voir la vidéo de Jess sur Gong avec Cyril Diabaté, Daniel Voirin et Fred Rousseau pour pouvoir justement aussi regarder un podcast beaucoup plus long où les mecs discutent et il y a beaucoup d'expérience. Moi, j'ai pas encore fini l'épisode, il dure 2 heures, mais vraiment de ce que j'ai vu au départ, je kiffe, j'accroche. Donc voilà, abonnez-vous aussi à notre chaîne. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, on y répond. Et partagez la vidéo, c'est tout ce qu'on vous demande. Comme ça, derrière nous, on repart sur d'autres vidéos et d'autres sujets. Ok, allez, impeccable. Merci à tous et à bientôt. Allez, merci. À bientôt les gars. Ciao, ciao.